The energy on set was incredible. I didn't actually work with any stuntmen on the set. We would love to. We just need the leads. So anybody out there, if you've got any leads for us, you can email us, you can call us. Toute la chaîne d'événements avait été déclenchée près de 2 ans plus tôt, le 17 juin 2023, lorsque la police de Bloomington, dans l'Indiana, avait reçu un appel apparemment banal. Un voisin a signalé une odeur persistante et désagréable provenant du sous-sol d'une modeste maison couverte de lierre appartenant au professeur Harold Clemens, historien à la retraite de l'Université de Chicago et éminent expert en souvenirs de la guerre civile. Lorsque les agents ont forcé l'entrée, ils ont découvert le corps sans vie de Clemens gisant dans la bibliothèque du sous-sol. Il était allongé sur le dos, les yeux mi-ouverts, comme s'il était figé dans ses pensées. Dans sa main droite se trouvait un objet particulier, une montre de poche en argent, avec l'inscription usée gravée R.K. 1887, pour l'honneur, pas pour la gloire. À première vue, les autorités ne soupçonnaient rien d'autre que des causes naturelles, un vieil homme succombant silencieusement dans la solitude. Mais cette montre de poche a vite tout changé. À peine une semaine plus tard, une note confidentielle du Musée national de Savannah a été divulguée en ligne. Le mémo révélait que la montre en question faisait autrefois partie de la Battlefield Heritage Collection du musée, un ensemble d'objets inestimables de la guerre civile qui avaient mystérieusement disparu lors d'un transfert d'inventaire très irrégulier en 2019. Le musée avait enterré l'incident pour éviter le scandale et n'avait jamais reconnu publiquement la perte. Maintenant, une de ces pièces manquantes était réapparue, entre les mains mortelles d'un homme mort. La nouvelle de la découverte s'est répandue rapidement. Mais le récit n'a pas pris de l'ampleur jusqu'à ce qu'un message énigmatique apparaisse sur Reddit. Sur le subreddit Anti-Hoardings, un utilisateur opérant sous le pseudonyme AjarGhost82 a publié un fil de discussion intitulé « L'horloge du sous-sol provient d'un épisode non diffusé d'American Pickers ». L'utilisateur a décrit, avec des détails troublants, avoir vu exactement la même montre de poche sur la main de Mike Wolfe lors d'un segment jamais diffusé de l'émission, soi-disant filmé dans une ferme isolée du Kentucky. Il l'a ramassée et a dit « Cette montre raconte des histoires », indique la publication. Le fil a explosé du jour au lendemain. En 48 heures, des dizaines d'utilisateurs de Reddit ont soumis des souvenirs concordants. Certains se souvenaient d'avoir vu la montre dans un clip YouTube flou qui avait mystérieusement disparu en 2021. D'autres ont insisté sur le fait qu'ils l'avaient vue en personne. Exposé à Antique Archaeology, le magazine Fair de Wolfe à Nashville, un utilisateur a écrit « Je me souviens de cette montre. Elle était dans une boîte verrouillée près de l'entrée. J'ai même interrogé un membre du personnel à ce sujet, mais ils m'ont ignoré. Ce qui avait initialement été considéré comme une rumeur sur Internet a soudainement pris une crédibilité alarmante. Les autorités, soutenues par les enquêteurs fédéraux et Interpol, ont lancé une enquête à grande échelle sur le commerce d'antiquités de Wolfe. Ce qu'ils ont découvert a mis au jour des années de canulars télévisés, de registres de provenance falsifiés et de ventes privées en coulisses et aux enchères internationales. Le monde regardait désormais dans un silence stupéfait, le rideau tombé, non seulement sur un homme, mais sur toute une illusion construite sous couvert de passion pour l'histoire. En juillet 2023, le Federal Bureau of Investigation, en coordination avec l'International Antiquities Trafficking Task Force, a discrètement lancé une enquête confidentielle sous le nom de code Operation Rust Trail. Le nom lui-même faisait allusion à la nature de leur quête. Tracer la trace corrodée laissée par des objets, historiques volés ou sans papier, alors qu'ils passaient entre des mains obscures et traversaient les frontières, finissant souvent nettoyés et embellis dans des salles d'exposition de luxe ou même lors de chasses aux trésors télévisés. Alors que le public restait inconscient, une équipe d'analystes légistes, d'experts en patrimoine culturel et d'agents de criminalistique numérique ont travaillé dans les coulisses avec un seul objectif en tête, déterminer si Mike Wolfe, la figure emblématique derrière American Pickers, était sciemment impliqué dans un réseau étendu et illégal de trafic d'artefacts entre États et peut-être international. L'un de ces premiers développements substantiels a pris la forme d'une fuite d'une vidéo de Quarters Minutes, qui n'a jamais été destiné à être rendu public. Il a été obtenu auprès d'un ancien rédacteur brièvement employé par History Channel, qui était devenu de plus en plus mal à l'aise avec ce qu'il a décrit dans une information anonyme comme des omissions délibérées dans la salle de montage. Les images montraient Wolfe dans un entrepôt faiblement éclairé près de Paducah,
dans le Kentucky, engagé dans une négociation silencieuse mais vivante avec un vendeur non identifié. Les objets en question? Une série de montres de poche militaires Elgin, datant de la guerre hispano-américaine, chacune avec des marquages de série uniques, des annotations d'officiers et des boîtiers usés suggérant une utilisation en première ligne. Dans le clip, Wolf manipule l'une des montres avec révérence, la retournant dans ses mains gantées avant de commenter. Je sais que cette pièce est passée entre les mains d'un officier. Elle a définitivement une valeur historique. Je ne vous demanderai pas où vous l'avez obtenue. Cette seule phrase, prononcée avec désinvolture mais enregistrée sur audio, deviendrait la pierre angulaire du récit final de l'accusation. Un aveu subtil que Wolf avait sciemment acheté des articles d'origine douteuse sans rechercher les documents appropriés. Ce qui rendait cet échange plus glaçant, c'était la découverte progressive de liens entre Wolf et le professeur Harold Clemens, dont la mort mystérieuse avait d'abord éveillé l'intérêt des autorités. Bien qu'il n'ait jamais été rendu public qu'ils étaient associés, des images archivées d'un symposium régional de 2017 sur l'éthique des artefacts et l'histoire des objets, diffusées sur la chaîne PBS locale, ont révélé que Clemens partageait brièvement une scène avec Wolf. Dans son introduction, Clemens a lancé un sombre avertissement. Certains objets ne devraient jamais être à vendre. Ils causent une douleur qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. À l'époque, cette phrase était interprétée comme une mise en garde académique. Rétrospectivement, cela ressemblait davantage à une réprimande voilée. D'autres preuves provenaient de l'ordinateur personnel de Clemens, récupéré après sa mort. Caché dans ses courriels cryptés se trouvait un message envoyé à un ancien collègue de la Smithsonian Institution 3 jours seulement avant la découverte de son corps. Il y écrit « Je crois avoir découvert une chaîne de transactions illicites impliquant des artefacts de la guerre civile. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils semblent provenir d'une personnalité bien connue de la télévision. Je me demande si je dois alerter les autorités fédérales. Si je disparais, veuillez vérifier la provenance de tout ce qu'il a diffusé. » Bien que la police ait initialement jugé la mort de Clemens accidentelle, invoquant des causes naturelles et notant l'absence d'effraction ou de traumatisme évident, le rapport d'autopsie a révélé une petite ecchymose à l'arrière du crâne. L'impact, probablement provoqué par un objet contondant ou une chute accidentelle, s'est produit peu avant le décès et a suscité de sérieux doutes. Malgré l'absence de preuves concrètes permettant de qualifier l'affaire d'homicide, le ton de l'enquête a irrévocablement changé. Mike Wolf a été officiellement placé sous surveillance fédérale discrète. Chaque transaction, chaque achat enregistré et chaque vente privée qu'il effectuait a commencé à être discrètement documenté et comparé aux rapports de vol de musée et aux alertes du marché noir. Pendant ce temps, la montre de poche en argent trouvée sur la main de Clemens, gravée du message énigmatique R.K. 1887 for honor, not glory, est devenue le point d'éclair symbolique du boîtier. Pour les enquêteurs, il ne s'agissait plus simplement d'un objet perdu. C'était la preuve que quelque chose n'allait vraiment pas dans le monde de la nostalgie organisée. Bientôt, les FBI, en collaboration avec des historiens et des archivistes numériques, a commencé à examiner chaque épisode d'American Pickers diffusé depuis une décennie. Le bureau a également déposé des assignations à comparaître formelles pour des images non diffusées, des enregistrements de production interne et des fichiers d'images brutes de la société mère de History Channel. Ce qu'ils ont trouvé a déclenché encore plus d'alarmes. Entre 2020 et 2023, plus de 40 objets historiques importants ont été présentés devant la caméra pour être achetés, mais n'ont jamais été émis ni rendus publics. Dans de nombreux cas, des objets sont apparus brièvement dans des séquences B-roll ou dans des instantanés des coulisses, mais n'apparaissent ni dans les épisodes de diffusion officiels, ni dans les magasins de détail de Wolf's Antique Archaeology. Parmi ces objets disparus, la même montre de poche en argent occupe désormais le centre du boîtier. Il avait été acheté dans le Kentucky, n'avait jamais été répertorié dans les archives d'un musée et s'était retrouvé d'une manière ou d'une autre entre les mains d'un homme qui était sur le point de dénoncer un complot. Plus l'équipe approfondissait l'opération Rust Trail, plus l'image devenait inquiétante. La rouille n'était pas seulement la corrosion d'un métal oublié. C'était une métaphore de la pourriture qui se propage dans une industrie qui se targuait autrefois de sa préservation et de son éducation. La piste que Wolf avait laissée charmante, bien éclairée et télévisée, était désormais suivie à l'envers, une affaire louche à la fois. Au début, l'équipe d'enquête n'a pas pu contacter directement Mike Wolf.
Au lieu de cela, ils ont tranquillement suivi l'un de leurs assistants dans les coulisses, Craig Salinas, qui avait travaillé comme chauffeur et chef de navette pour l'équipe de production. Au cours d'une séance de surveillance de près de 6 heures dans le sud du Missouri, Salinas a été enregistré conduisant une camionnette étiquetée Antique Archaeology vers un entrepôt abandonné, un lieu qui ne figure sur aucun calendrier de tournage officiel. La police locale a été invitée à apporter son aide en se faisant passer pour une équipe d'inspection de sécurité du bâtiment. Là, ils ont vu une série de caisses en bois scellées contenant des objets des 18e et 19e siècles, dont au moins 3 objets identifiés par le FBI comme volés dans un musée local en Géorgie. Un tournant majeur s'est produit lorsque l'équipe d'enquête a obtenu des mandats de perquisition pour 2 installations de stockage privées enregistrées sous une société appelée Time Vault Logistics, LLC, une société écran dans laquelle Mike Wolf détenait des actions par l'intermédiaire de 3 niveaux d'intermédiaires financiers. Dans le premier entrepôt de l'Ohio, ils ont découvert plus de 200 antiquités non documentées, depuis des revolvers de la guerre civile et des manuscrits brisés jusqu'à une statue d'un mètre de haut représentant une divinité égyptienne soigneusement stockée dans un conteneur anti-choc. Cette statue, selon un rapport interne, correspond à celle volée au musée de Luxor, en Égypte, en 2011. Suite à la piste financière, le FBI a découvert que Mike Wolf possédait au moins 5 petites sociétés constituées dans des paradis fiscaux comme le Belize, Malte et les îles Caïmans. De 2016 à 2023, près de 4,7 millions de dollars ont été transférés entre ces sociétés dans le cadre de transactions d'antiquités, mais aucune n'impliquait des évaluateurs certifiés ou des maisons de vente aux enchères réputées. En particulier, un compte bancaire suisse au nom de Wolf avait reçu un virement bancaire de $50,000 d'un individu lié au marché souterrain des antiquités d'Alep, en Syrie, autrefois accusé d'être un point de transit pour des objets culturels pillés en temps de guerre. Ce qui a surpris les enquêteurs, c'est la façon dont Mike a organisé l'ensemble de l'opération. Aucun membre officiel de l'équipe n'était responsable du transport des marchandises après le tournage. Tout a été confié à un tiers. Les contrats étant signés via des applications de fax virtuelles et les paiements effectués en espèces ou en crypto-monnaie. Le coordinateur logistique était un homme d'origine est-européenne. Son vrai nom est inconnu, mais il est enregistré dans les messages de Mike sous le pseudonyme de Mole Man. À partir de novembre 2023, le FBI a décidé d'infiltrer le réseau en s'approchant d'un magasin d'antiquités précédemment visité par Wolf au Nouveau-Mexique. Dans la nuit du 3 décembre, une rencontre non officielle a eu lieu entre un agent infiltré et Mike. Dans un enregistrement audio qui a ensuite été divulgué au cours du procès, on entend Mike dire que tous les éléments ne devraient pas apparaître à la télévision. Certaines choses sont destinées à ceux qui comprennent vraiment leur valeur, et non au public. Peu de temps après cette réunion, le FBI a effectué des recherches d'urgence sur 3 sites liés à l'archéologie ancienne, dont un entrepôt secret au nord de Nashville. Là, ils ont découvert la liste d'Accept, un document manuscrit codé qui répertorie les artefacts ainsi que les symboles, les prix du marché noir et les dates de transaction. À côté de la liste se trouvait le carnet personnel de Mike, avec une ligne écrite au crayon qui dit « Ils ne comprendront jamais qu'il s'agit d'héritage, pas d'argent. » Mais le patrimoine ne peut pas être une excuse pour enfreindre la loi. Et avec autant de preuves, depuis des artefacts non documentés jusqu'à des comptes louches en passant par des notes indiquant une dissimulation, Mike Wolf a été officiellement désigné comme le principal suspect de ce qui pourrait devenir le plus grand scandale de l'histoire de la télé-réalité américaine. Un procès tendu et le verdict pour Mike. Le 9 janvier 2025, le procès fédéral de Mike Wolf débutait officiellement à Chicago. La sécurité était stricte. Les journalistes se pressaient devant le tribunal. De nombreuses personnes brandissaient des pancartes indiquant « Libérez Mike ». Croire encore à tout cela n'était qu'un malentendu. Mais ce qui a été révélé dans la salle d'audience a laissé le silence le plus grand. L'acte d'accusation de 39 pages énumère 6 chefs d'accusation principaux, dont le transport illégal d'antiquités, le trafic international du patrimoine culturel, l'évasion fiscale, l'entrave à la justice, le blanchiment d'argent et la dissimulation indirecte de preuves d'une mort suspecte. La peine proposée est la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le procureur a débuté avec une série d'images et de clips vidéo inédits de Mike Wolf, négociant des accords louches dans des lieux non officiellement documentés dans l'émission.
L'un d'eux montrait Mike remettant de l'argent liquide à un Syrien dans un garage de Détroit en échange d'une petite boîte contenant des pièces de monnaie romaine non vérifiées. Le procureur l'a décrit non pas comme une collecte, mais comme un modèle économique fondé sur l'illégalité, déguisé à travers le prisme de la télévision. Un coup dur pour la défense de Mike est venu du témoignage de Frank Fritz, l'ancien partenaire de Mike au cours de nombreuses premières saisons de la série. Après avoir quitté le programme, Frank a accepté d'être témoin et ses paroles ont fait taire la salle d'audience. Il a déclaré que Frank se souvenait en larmes d'un incident survenu en 2021 lorsqu'ils avaient acquis un journal de guerre en Arkansas. Plotard, Mike l'a emmené et personne ne savait où il allait. Mais quelques semaines plus tard, Frank a vu un exemplaire de ce même journal au marché noir, à un prix 15 fois plus élevé. L'équipe de la défense a offert peu de réfutation directe des preuves matérielles. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la description de Mike comme quelqu'un piégé dans un système qu'il ne pouvait pas contrôler, affirmant que toutes les transactions étaient gérées par l'équipe logistique et que Mike était un amateur d'antiquités. Pas un cerveau. Ils ont fait valoir que les fonds suspects étaient des revenus légitimes provenant de collections privées étrangères et que le compte suisse était un compte d'épargne légal. Mike Wolf est resté silencieux pendant la majeure partie du procès. Son regard était sombre, dénué d'émotion. Le 31e jour du procès, lorsqu'on lui a demandé s'il voulait parler au jury, Mike s'est levé, les a regardés directement et a dit « Je vais l'accepter ». Cette déclaration choquante a fait la une des journaux, divisant l'opinion publique entre admiration et condamnation. Le jour du prononcé de la peine, le juge a mis un peu plus de 4 minutes pour lire le verdict, sur la base du volume de preuves, du niveau d'organisation et des conséquences qui en ont résulté, en particulier la dissimulation d'objets issus du vol culturel international. Le tribunal a condamné Mike Wolf à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et a mis fin à tous les droits de propriété liés à l'exposition et à la marque d'archéologie ancienne. Dans la galerie, un vieil homme fondit en larmes. Il était un fan dévoué de la série depuis une décennie. Sur les réseaux sociaux, les pages de fans qui faisaient autrefois l'éloge de Mike ont commencé à disparaître ou à devenir in memoriam. Mais il restait une question plus importante. Si Mike était le meneur, qui étaient les personnes derrière lui? L'Empire s'effondre et il y a des répliques. 3 jours seulement après la condamnation de Mike Wolf, History Channel a officiellement annoncé l'annulation d'American Pickers et supprimé tout le contenu associé de ses plateformes de streaming. La chaîne YouTube, autrefois massivement suivie, a discrètement supprimé les anciennes vidéos. Le site web d'archéologie antique est devenu une interface vierge avec une seule phrase, temporairement suspendue. Un nom autrefois ancré dans la culture télévisuelle américaine a disparu. Si vite qu'il semblait presque que cela n'avait jamais existé. Le FBI a fermé les 2 showrooms de l'Iowa et du Tennessee, que Mike avait autrefois qualifiés d'espaces sacrés pour les amoureux du passé. L'entrepôt secret de North Nashville, autrefois utilisé comme centre de collecte d'artefacts, a été transféré au Bureau de gestion du patrimoine. Un inventaire qui a duré près d'1 mois a révélé de nombreux objets comportant des documents falsifiés, une provenance peu claire et pire encore. Il a été confirmé que certains étaient des reliques religieuses disparues dans des zones de conflit, comme l'Irak, la Syrie et le Yémen. Parmi eux se trouvait une sculpture en marbre qui aurait appartenu à une tombe royale ottomane, volée en 2003. Le marché des enchères d'antiquités est entré dans un gel temporaire. De grandes maisons comme Sotheby's et Christie's ont publié des déclarations passant en revue toutes les transactions indirectement liées à Mike Wolf. Certaines transactions majeures valant des centaines de milliers de dollars ont été annulées. Les collectionneurs privés ont commencé à craindre que les objets qu'ils avaient obtenus par l'intermédiaire de Mike puissent être confisqués à tout moment. Dehors, la foule commença à se diviser. Les fans fidèles pensaient que Mike était devenu le bouc émissaire d'un système qui avait longtemps fonctionné dans l'ombre de l'art, du commerce et de la politique. Des analyses détaillées des incohérences de l'enquête ont été publiées sur des plateformes telles que List 7, le document trouvé dans l'entrepôt de Mike. Un détail qui a encore enflammé le débat public. Au-delà des transactions codées et des symboles d'artefacts, la dernière page comportait une ligne manuscrite Q7, R3, VTIC. Les analystes et les théoriciens du complot se sont empressés de le décoder. Certains pensaient qu'il s'agissait de l'abréviation d'une organisation secrète impliquée dans un trafic d'artefacts de haut niveau, éventuellement lié à des autorités religieuses de haut rang.
Une théorie populaire affirmait que VTX faisait référence au corps de renseignement du Vatican, une entité jamais officiellement reconnue. Bien qu'il n'y ait aucune preuve claire, la présence de ce code a transformé l'histoire en quelque chose de beaucoup plus sombre, s'étendant au-delà d'un homme et d'une émission de télévision. Un autre document publié par l'équipe d'enquête médico-légale était le carnet personnel de Mike Wolf. Outre des notes telles que l'épisode 312, le passage à la scène du vieux camion ou une suite avec le support de collection de peaux de léopard, une page contenait une seule phrase manuscrite. Tout le passé ne devrait pas être révélé. Cette page était étroitement pliée et coincée entre des feuilles sans rapport, comme si Mike avait voulu qu'elle soit trouvée par accident. À la prison fédérale de Terre Haute, où Mike purge sa peine, les autorités ont refusé l'accès aux médias. Un ancien associé, qui a parlé anonymement, a révélé « Il ne parle à personne. Il mange seul. Il se promène seul. Il ne fait pas de demande particulière. » C'est comme s'il avait accepté la sentence ou l'avait déjà vu venir. En mars 2025, lors d'une audience à huis clos, des représentants du FBI ont déclaré que d'autres personnes liées à l'affaire étaient toujours sous surveillance, laissant entendre que l'enquête était en cours. L'une des personnes convoquées officieusement était un ancien directeur de programme de History Channel, la personne qui était autrefois responsable de la révision des épisodes coupés. Personne ne sait si certaines images ont été délibérément supprimées, retouchées ou enterrées. Pour comprendre pourquoi tout cela en est arrivé là, il faut remonter au début, avant que les caméras ne s'allument, avant le $1 million. Retour là où Mike Wolf a commencé. Mike Wolf, l'homme derrière la tragédie. Mike Wolf est né en 1964 à Joliet, dans l'Illinois, dans une famille ouvrière pauvre. Élevé par une mère célibataire avec 2 frères, ils ont survécu grâce aux héritages des voisins. Dès son plus jeune âge, Mike était fasciné par ce que les autres jetaient à la poubelle. Pendant que ses amis récupéraient des cartes de baseball, le jeune Mike fouillait la décharge de la cour d'école à la recherche de rayons cassés, de vieux vélos et de tout ce qui avait des engrenages. Son dicton préféré au cours de ses premières années était « Si cela n'a aucune valeur pour les autres, cela vaut encore plus la peine d'être conservé. » En 2010, lorsque American Pickers a été diffusé pour la première fois sur History Channel, Mike avait déjà 40 ans, mais la façon dont ses yeux s'illuminaient à la vue d'une vieille plaque d'immatriculation était encore enfantine. Le spectacle est devenu un phénomène. Avec son partenaire Frank Fritz, Mike a parcouru des milliers de kilomètres à travers les États-Unis, parcourant les garages, les vieilles granges et les entrepôts oubliés à la recherche de trésors du passé. Il était aimé non seulement pour ses connaissances, mais aussi pour le respect qu'il témoignait aux vendeurs et la véritable passion qu'il éprouvait pour chaque objet. Mais peut-être que cette passion est allée trop loin. Quelqu'un qui a travaillé avec Mike dans ses premières années a dit un jour, il ne se contentait pas de collectionner des objets. Contrôle acquis sur la mémoire. À mesure que la série devenait célèbre, la pression pour maintenir les audiences s'intensifiait. Chaque élément devait éclipser le précédent. Et pour y parvenir, Mike a commencé à chercher des endroits où les gens ne devraient pas aller. Placards à preuve, marché noir, fournisseurs de zones de guerre. Personne ne sait exactement quand Mike a franchi la ligne d'arrivée, mais une chose est devenue claire. Je ne cherchais plus seulement des choses dont personne ne voulait. Je cherchais des choses que les gens avaient peur de garder. Peut-être que dans l'esprit de Mike, il faisait la bonne chose, sauvant des fragments d'histoire de l'oubli. Mais la loi ne fonctionne pas sur des idéaux personnels. Maintenant, Mike Wolf est le hashtag du détenu 42 719 54.